Dans un premier temps, vu que l'image a toujours compté pour vous, je voulais savoir si c'est le rapport aux effets spéciaux. Est-ce que ça a un rapport avec les films que vous avez visionnés quand vous étiez enfant, adolescent? Non, pas du tout. En fait, pas du tout. En fait, non, l'ironie, c'est que j'ai jamais été un fan d'effets spéciaux, hein. C'est-à-dire que les effets spéciaux, pour moi, dans le cinéma, étaient pas une chose qui m'intéressait. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'est pas quelque chose qui m'était important, en fait. J'ai grandi vraiment dans le cinéma à Paris. À l'époque où on avait des salles de cinéma à tous les coins de rue, hein, presque autant que de bar tabac. Et j'ai grandi avec les débuts de la télévision. Donc je suis comme un peu vieux aujourd'hui. J'ai connu la télévision en noir et blanc. En fait, la première fois que j'ai vu la télévision, c'était chez mon arrière-grand-mère et qui avait le seul poste de télévision de tout l'immeuble, qui était un poste de télévision en noir et blanc, avec une seule chaîne et avec des programmes qui étaient uniquement à midi et le soir. D'accord. Et donc, ça a été ma première expérience avec ça. Et je me rappelle que le premier feuilleton que je regardais, qui s'appelait Les Indiens, et qui était un truc en noir et blanc, qui était une histoire de cow-boy et d'Indiens, et qui me fascinait. Et après, après, j'ai continué cet amour pour l'image qui bouge. Au travers de la télévision, au travers du cinéma, dans les salles de cinéma. Et et ce qui m'attirait, c'était vraiment l'image, en fait. Et vraiment, jeune adolescent, ma première expérience avec l'image, c'était la photographie. Mhm. Et bon, à l'époque, j'avais des potes qui filmaient en Super 8 et tout, mais ça m'intéressait pas. Je trouvais que c'était vraiment nul. Ils faisaient des courts-métrages que je trouvais absolument nuls. Et donc, je voulais passer à un stade pas supérieur, mais plus réel, en fait. Mhm. J'étais fasciné par la photo, et j'ai commencé à m'acheter un premier appareil photo, genre Instamatic, tout bête, à faire développer les photos chez le photographe du coin, et puis ça me frustrait. Donc, du coup, j'ai commencé à installer dans la cave un laboratoire, noir et blanc. Et voilà, et je me suis trouvé une passion à la fois pour la technique et l'art, si je puis dire, à jouer avec la photo. Et tout d'un coup, donc après, j'ai travaillé pour m'acheter d'autres appareils photo, des objectifs, pour sophistiquer mon labo. Très dans le monde de la réalité artistique, parce que la caméra que j'avais est une caméra, un appareil photo normal, quoi, normal, de bonne qualité. J'ai acheté des films de bonne qualité, et les photos que je faisais étaient des photos, je peux dire professionnelles, mais la qualité que j'obtenais était une qualité normale pour une photo. Alors que mes potes qui étaient du Super 8, je trouvais ça ringard et nul. C'est pour ça que j'ai pris à ce moment-là le virage plutôt pour la photo que le court-métrage. Et j'ai continué en fait cette voie-là. J'avais des boulots de vacances, hein, où j'étais assistant photographe. Voilà, c'était vraiment ma passion absolue, c'était l'image. Et par Et rapport au cinéma, des films à proprement dit, parce que vous mettez en avant souvent votre goût pour la culture du cinéma américain, mais y compris dans Vidoc. Et vous aviez des références cinématographiques, ou pas forcément en termes de films, où vous étiez capté par une image bon, ma culture cinéma était vachement éclectique. Bon, évidemment, le cinéma américain avait une grande place, parce que voilà, c'est la plus grande place de tous les cinémas, c'est le cinéma américain, évidemment, hein. Mais voilà, j'étais un fan du ciné-club à la télé, avec les cycles qu'ils avaient, et il y avait les cycles italiens. Donc j'ai bouffé beaucoup de films italiens, et j'adorais le cinéma italien. Et le cinéma américain aussi. Donc ma culture a vraiment été vachement éclectique. Et après, dans les metteurs en scène qui m'ont vraiment inspiré le plus, je crois que c'est Kubrick. Hmm. Ce qui me fascine chez Kubrick, c'est que quoi qu'il fasse, c'est une icône. C'est-à-dire qu'il fait un film de guerre, c'est une icône de film de guerre. Il fait un film de science-fiction, c'est l'icône de science-fiction. Il fait une comédie, c'est incroyable. Donc ce qui me fascinait chez Kubrick, c'est cet éclectisme de pouvoir faire quelque chose unique dans chaque genre. Moi, personnellement, j'aime tous les genres. Je suis pas spécialisé dans un genre. C'est aussi ce qui me fascine dans Kubrick. Euh, et, euh,
et ce qui m'a donné vraiment une culture vraiment très 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 large du cinéma. Et effectivement, dans Vidocq, voilà, j'ai beaucoup de références, mais mes références n'étaient pas uniquement cinématographiques, mais mes références dans Vidocq étaient vraiment aussi picturales, la peinture. Et j'ai été aussi extrême d'essayer de mélanger à la fois la peinture et le jeu vidéo, hein. Voilà, on pourra revenir plus là-dessus, mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment essayer de pas faire un grand arc, mais d'essayer de donner une expérience. Parce que c'est aussi pour moi un mot-clé, c'est l'expérience, Expérience, oui. qui est un terme nouveau en fait, parce qu'on on disait pas, on parlait pas d'un film comme étant une expérience, hein. Aujourd'hui, on est dans un monde d'expérience, et pour moi, le cinéma était l'expérience ultime, peut-être pas, c'est un peu fort ultime, mais une expérience profonde où, à l'époque, un cinéma, on voyait un film dans une salle noire, sans téléphone portable, sans distraction, et on était parti pendant 1 heure et demie, 2 heures, dans un tunnel où l'histoire, l'image, le son, etc. nous embarquaient dans un monde et sans aucune distraction, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que les premiers films que j'ai vus aux États-Unis, quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois pour Alien, ce qui m'a dérangé profondément, c'était le popcorn. Et que tout d'un coup, entendre des gens qui bouffaient du popcorn à côté de moi, ça me faisait profondément chier. Que tout d'un coup, c'était qui était horrible. Alors qu'en France, on avait les Esquimaux. Quand on bouffait un Esquimau, ça faisait pas de bruit. C'était quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai, c'est vrai. On parlait d'expérience, et donc vous avez pu aussi acquérir beaucoup d'expérience en cofondant Durand Dubois. Et puis vous avez donc travaillé sur plusieurs longs métrages en France. Vous avez travaillé sur, entre autres, Astérix, Jeanne d'Arc de Luc Besson. Alors il y a un film qui est mis en avant sur votre filmographie. Vous avez fait un film avec Tavernier aussi, sur les effets spéciaux, et je me suis demandé c'était lequel. Alors je sais pas. C'était la fille d'Artagnan. Ah ok, avec Sophie Marceau. Ok. Avec Marceau, et c'était bon, les effets spéciaux, c'était plus des matte painting, voilà, mettre de décors différents, etc. Donc c'était des effets spéciaux plutôt simples, mais voilà, non, non, en fait, j'ai eu la chance de mettre mon pied dans beaucoup de genres. Genre de metteur en scène en France, voilà, avec Gérard Maury. J'ai eu une rencontre incroyable avec Gérard. Euh, Chauffeur, c'est ça? voilà, c'est ça. En fait, avec Gérard, l'histoire, c'est qu'il avait fait un premier film, un premier film avec des effets spéciaux qui était La Soif de l'or. Et avec clavier, il y avait 2, 3 trucages, machin, pas très compliqué. Et Gérard était fasciné par les trucages, par le trucage numérique et ce qu'on pouvait faire, etc. Et donc, et Gérard est venu me voir après La Soif de l'or en me disant, je veux écrire un scénario avec des effets spéciaux, et tu vas m'aider. Et je dis waouh. Et donc, et c'est là où il est parti. Bon, j'ai aucune part dans le scénario lui-même, mais c'est là où il est parti dans l'écriture de Fantôme avec chauffeur. Et je voyais Gérard quasiment toutes les semaines, hein, pour parler du scénario. Est-ce que c'était possible, pas possible, ce qu'on pouvait faire. Et il me disait, je suis comme un enfant de 15 ans, je découvre autre chose. Et voilà, j'ai eu un rapport extraordinaire avec ce grand monsieur du cinéma qui m'a raconté plein d'anecdotes voilà, sur sa vie, etc. Et qui a eu un plaisir incroyable à faire ce film, qui était compliqué, ouais, qui était pas évident, hein, parce que ouais, il y avait les contraintes techniques qu'on mettait sur le plateau, mais il était toujours avec le sourire, à rigoler. Alors Peter, machin. Non, j'ai eu beaucoup de chance justement dans ces expériences. Parce que j'ai navigué entre la pub, donc dans les années 90, j'étais monsieur pub français, hein, et je faisais toutes les plus grosses pubs de Mondino, de Good, voilà, qui récupéraient tout un tas de prix, hein. Et à l'époque, ce qui était rigolo avec la pub de l'époque, c'est que c'était super créatif, il y avait quasiment pas de limite de budget, et que la pub, en fait, c'était la chose dont les gens parlaient. Donc les gens parlaient évidemment du dernier film qu'ils avaient vu, mais ils parlaient surtout de la dernière pub. Oh, t'as vu la dernière pub de machin, etc. Ah ouais, c'est drôle. C'était vraiment, dans les années 90, c'était vraiment quelque chose de culturel, l'impact créatif qu'avait la pub sur les foyers. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, et ça me fascinait, hein. Et puis, oui, oui, et puis il y avait un visuel, il y avait une narration aussi qu'on retrouve peut-être pas forcément aussi à notre époque, ou bizarrement, moi, ça, à titre personnel, hein, je donne mon avis aussi. euh, Bien sûr.
Certaines publicités, pour moi, elles sont un peu datées quand je les vois à la télévision. Si vous voulez, je me dis, ah, ça fait années 80, tout ça maintenant. Mhm. Par rapport à l'humour. Alors vous êtes aux États-Unis, ça diffère un peu, je présume, peut-être. Ouais, alors les pubs, j'évite complètement. Les trucs, j'ai pas vu une pub depuis des années. Même si à une époque j'avais monté une boîte de prod de pub ici pour faire les pubs français d'ailleurs. Mais voilà, c'est que moi j'ai eu la chance de vivre cette époque d'or de la pub super créative et extraordinaire qui vraiment me fascinait à l'époque. Et voilà, après les années 2000, voilà, les budgets machin sont partis, la créativité est partie. Et voilà, je suis vraiment même si aux États-Unis en fait on a le Super Bowl chaque Oui. année avec les grosses pubs du Super Bowl. Bon, par curiosité, j'en regarde une ou deux, mais c'est tellement pas bon, moi, ça m'intéresse plus du Ouais, tout. d'ailleurs, en termes d'expérience, vous avez collaboré avec Jean-Pierre Jeunet. Il faut que je le précise parce que Jean-Claude Dreyfus va mouspéter de bien préciser Marc Caro aussi. Bien De sûr. toujours de mettre le binôme ensemble. Et comment ça se passe lorsqu'il vous propose donc la Cité des Enfants Perdus, pardon, Délicatessen aussi. Je crois que vous avez travaillé dessus. Oui, alors en fait, non, l'histoire avec Caro Genet est très très différente, hein, effectivement, de Dreyfus. Non, moi j'ai connu le premier j'ai connu c'était Caro en fait. D'accord. Et j'ai commencé à travailler avec Caro vraiment dans les années, je sais pas, fin 80, début 90, sur des clips. Et j'avais rencontré le premier clip que j'avais fait avec Marc Caro, c'était un clip sur d'Indochine qui s'appelait les Tsars. Ok. Et qui est avec une petite créature fait en stop motion hein, et tout un tas de trucs comme ça et donc et Caro cherchait une boîte de post-prod. J'ai plus comment s'est passé la rencontre mais on me fait rencontrer Caro pour essayer de voir comment faire son clip. Il y avait beaucoup d'effets spéciaux dedans. On sympathise vraiment tous les deux, on bosse jour et nuit sur son clip et puis il en fait d'autres. Il fait des pubs et des trucs comme ça. Et tout d'un coup, il me présente à Jean-Pierre, à Jeunet. Avec Jeunet aussi, je m'entends bien. Jeunet faisait des pubs. Je fais ses pubs, etc. Et donc, j'avais vraiment une... Et à tel point que Marc était vraiment un ami super proche. On partait en vacances ensemble. À l'époque, il a été mon témoin pour le mariage. Donc, on était vraiment avec Caro, avec Jean-Pierre aussi. Mais avec Caro, on était vraiment super potes, quoi. On avait la musique ensemble. Et puis ils ont fait donc il part sur Delicatessen et à l'époque Delicatessen c'était en 92 je crois un truc comme ça il y avait les effets spéciaux numériques étaient pas pour le cinéma en fait c'est-à-dire que ce que je faisais moi à l'époque c'était à définition vidéo hein, donc qui était parfaite pour la télé mais la définition n'était pas applicable pour le cinéma, et c'était un peu compliqué. Et donc, quand Caro et Jeunet préparent Delicatessen, donc ils avaient des trucages qui devaient être faits et ils disaient oh, le faire à l'époque en trucage analogique cinéma de l'époque ils avaient commencé à regarder et puis Caro et tous les deux quoi Caro et Jeunet sont super piqués sur la qualité etc ils étaient pas contents avec les tests qu'ils avaient en traditionnel donc Marc vient me voir avec Jean-Pierre etc est-ce que tu peux nous aider il y a des trucages qu'on peut vraiment pas faire en optique. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et donc là, je commence à réfléchir, à voir comment on peut bricoler, parce qu'à l'époque c'était un télécinéma, comment on peut bricoler le télécinéma pour avoir plus de qualité. Voilà. Donc j'ai essayé de bricoler un système pour augmenter la qualité, pour être à la limite de ce qui était acceptable pour Delicatessen. Et donc j'étais amené à faire, je sais pas, une dizaine de plans pour Ok. Delicatessen et qui était vraiment mon premier pas dans les effets spéciaux pour le cinéma. Et ça, c'était vraiment un truc extraordinaire. Et après, donc quand est arrivé la Cité des Enfants Perdus, hein, entre-temps, on avait fait le premier film en trucage numérique qu'on avait fait, c'est Les Visiteurs. Oui. Et d'ici là, on avait mis au point un système de scanner 35 mm pour pouvoir scanner le film 35 et le mettre en digital. Donc c'est un truc qu'on avait fait, qu'on a inventé. On avait fabriqué, parce que à l'époque, il n'y avait pas de trucs commerciaux pour faire ça, donc on avait fabriqué notre propre scanner. On avait bricolé, pareil, des scripts pour arriver à reproduire en
en 35 mm, quoi, reproduire en numérique haute définition les trucages, et pour après les remettre en 35 mm. Et donc voilà, donc entre-temps, donc avant la cité, donc j'avais fait les visiteurs, après j'ai fait Grosse Fatigue, de Michel Blanc, voilà, qui était pour moi un truc incroyable, parce que c'était un film pas d'effets spéciaux, en fait. C'était un film où les effets spéciaux étaient supposés pas se voir. Et d'ailleurs, Michel Blanc était... Et pour ça, j'avais un prix à Cannes, pour les effets spéciaux. Et Michel Blanc était vert de rage parce que voilà, il voulait pas que le film soit taxé effets spéciaux, hein, parce que dans le film en fait on fait son jumeau. Et au passage, ma plus grande satisfaction était quand les gens me disaient: ah, tiens, j'ai vu Grosse Fatigue et j'ai vu ton nom au générique. Pourquoi? Et voilà, c'est pourquoi. Donc et après pour la cité, là Jean-Pierre et Marc était super, voilà, comptait sur moi, etc. Parce qu'il y avait évidemment des pléthores d'effets spéciaux. Donc là, j'ai participé pas à l'écriture, mais pareil, à la mise en place du script pour savoir ce qui était possible, pas possible, etc. Et là, du coup, il y avait tellement de plans à faire dans la cité, hein, que là, du coup, j'étais obligé. J'ai créé un logiciel d'effets spéciaux pour pouvoir gérer la somme des trucs. Et qu'on avait à l'époque appelé du truc, et qui après on a développé, et ainsi de suite, qui est devenu vraiment un standard pour nous, hein. D'accord. Et après, c'est parce que vous êtes amis avec Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, Jean-Pierre Jeunet vous propose, je crois que Marc Caro aussi a investi sur Alien 4, vous propose de réaliser, d'être le réalisateur, pardon, de la seconde équipe sur Alien 4. C'est assez Exactement. difficile, cette transition, ou c'est une opportunité comme ça qui... Non, en fait, mon rêve, en fait, a toujours été d'être réalisateur. Comme je disais au départ, les effets spéciaux, c'était pas mon truc de départ. La vie m'a amené, donc j'ai commencé ma carrière dans le montage. Après du montage, je suis allé au tournage. Et donc vraiment, j'ai eu la chance de pratiquer tous les métiers du cinéma, à part maquillage, coiffure. J'ai vraiment tout fait. Donc voilà, non, mon rêve, ça a toujours été d'être réalisateur. Donc ma carrière m'a fait suivre un chemin pas linéaire. Mais ce qui m'a permis d'apprendre le métier vraiment sur le tas et de faire vraiment, je peux dire que j'ai pratiqué quasiment tous les métiers du cinéma, à part le maquillage coiffure, ce qui est quand même drôle, mais bon. Et tout ça pour arriver, en fait, à un moment dans ma vie, voilà, j'avais pas trop de possibilités de réalisateur, j'étais vraiment embarqué dans les effets spéciaux. Et j'avais quasiment fait une croix dessus en me disant, voilà, ben, si je deviens pas réalisateur, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs, ouais, je suis vraiment content de faire des effets spéciaux, je m'éclate, c'est à la fois technique, artistique, c'est beaucoup de rapport avec les gens, donc j'avais aucune frustration avec ça. Et à l'époque, sur la cité, bon, comme il y a beaucoup d'effets spéciaux, Jean-Pierre m'avait confié metteur en scène deuxième équipe sur certains plans, mais c'est même pas un titre en fait. En France, ça n'existait pas ça. Donc il mettait juste, voilà, tu vas m'aider à tourner ci, tourner ça, etc. Et donc du coup, quand on a proposé à Jean-Pierre Alien, à l'époque, la Fox avait dit, parce que bon, ils ont engagé Alien à cause de la cité, hein, ils voulaient avoir un truc qui ressemble à la cité, et ils avaient donné carte blanche à Jean-Pierre en lui disant, voilà, on veut que tu utilises tes talents, les gens avec qui tu travailles, on veut que tu sois confortable et que tu fasses Alien dans les meilleures conditions possibles, donc t'amènes ton équipe. Et donc Jean-Pierre me dit, est-ce que tu veux partir à Los Angeles? Je dis, bah yes, fuck yes. Et donc on part là-bas, donc je signe un contrat avec la Fox pour faire les effets spéciaux, tout le bordel, pour amener donc mes petits gars de Dubois à Los Angeles. Donc ce qui était une aventure quand même incroyable. Et donc on met tout ça en place. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on était tous, à part moi, illégaux. Donc moi j'avais un visa avec la Fox et tout le bordel, mais les gens que j'amenais, toute mon équipe, une vingtaine de personnes, en fait on était sous le radar, on était complètement au noir, à travailler dans des bâtiments qui étaient sous-loués, on louait les machines, on était venus avec notre logiciel, mais c'était à l'époque, c'était en 96, donc à l'époque l'immigration c'est un truc, les gens n'étaient pas trop regardants.
Et donc, on avait des visas pour 3 mois. Bon, on avait, l'équipe avait des visas pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, pour renouveler le visa, touriste, hein, évidemment, parce que touriste, il fallait passer la frontière. Donc, on allait à Tijuana, qui est à 2 heures de voiture. Donc, il passait la frontière. Et à la frontière, mais vraiment à la frontière, il y a demi-tour, repasser la frontière. Et le douanier tamponnait le passeport et parti pour 3 mois à nouveau. Et donc, ils ont fait ça pendant un an. Mais à l'époque, tout le monde s'en foutait, quoi. C'était vraiment l'immigration, c'était vraiment pas un problème. Donc on a fait toute la post prod comme ça vraiment en mode rock'n'roll. Et donc par contre moi j'étais le superviseur d'effets spéciaux de la Fox, du film légal et tout le bordel. Et donc en préparation. Comment le studio dit à Jean-Pierre, voilà, comme sur tous les conflits américains, il faut absolument avoir un metteur en scène de deuxième équipe, parce que tu pourras jamais tout faire. Que Jean-Pierre au départ a dit non, non, je veux tout faire, etc. Et les mecs disent non, non, le plan de travail, les machins, ça va pas être possible. Donc il faut un metteur en scène de deuxième équipe. Et en fait, le rôle d'un metteur en scène de deuxième équipe est de faire tous les plans du film qui n'ont pas de star dans le plan. Donc c'est tous les plans de voiture, les plans de bataille, les plans avec les doublures, donc suivant le film, ça représente beaucoup. Hein. Par exemple sur Alien, j'ai tourné, je sais pas, plus d'un tiers du film. Tous les plans où il n'y a pas Sigourney ou machin, etc., c'est moi qui les ai faits. Hein. Tous les plans de vaisseaux, tous les plans beaucoup de plans de bagarre, de machin, même par exemple il y a une séquence où Sigourney avec un lance-flamme, elle brûle tous les trucs. Dans tous les plans de face, quand on voit Sigourney, c'est Jean-Pierre qui les a tournés. Tous les plans, les contre-champs avec Sigourney qui était sa doublure en amont, c'est moi qui les ai tournés. Hein. Donc pareil pour à l'essence de l'Alien, toute la séquence, une énorme séquence avec des puppets, des machins, etc., à l'essence de l'Alien, il y a 5-6 plans de Sigourney qui regardent, c'est Jean-Pierre qui les a tournés, tout le reste, c'est moi qui les ai tournés. Donc voilà, c'était un truc énorme. Donc metteur en scène de l'équipe, c'est un gros truc. Et donc il présente à Jean-Pierre des metteurs en scène. Jean-Pierre était pas chaud. En plus, il fallait dire que Jean-Pierre ne parlait pas un mot d'anglais. Pas un mot, à part Good Morning and Yes, c'était la seule chose qu'il savait. Et un no, évidemment. Donc, à l'époque, il travaillait avec une traductrice qui était du simultané. Et vraiment, comme une marionnette. Ouais. Il parlait, et en simultané, elle traduisait d'anglais en français et français-anglais. Donc, ils ne se voyaient pas du tout bosser avec un mec comme ça, pour un truc aussi précis que la mise en scène. Et donc, il propose au studio, écoute, voilà, j'ai bossé avec Pitoff sur La Cité, je propose que celui qui fasse patron d'équipe. Okay. Et le studio, pas chaud, etc., on va voir. Et donc, et il me dit, écoute, voilà, on va te tester. Donc, cette nuit, donc tu vas tourner les gros plans d'Alien. Donc il y a une séquence où l'Alien était dans une espèce de grande tour, machin, etc. Où l'Alien courait après Rome, et donc il fait non pas Rome, peu importe. Où l'Alien courait après les gens, il fallait faire des gros plans. Et donc je passe la nuit avec le cadreur, etc. à faire des plans. Le lendemain, le studio voit les rushs, trouve que les plans sont super beaux, machin, etc. Et engagé. Et du coup, voilà. Et du coup, je suis parti pour être metteur en scène de deuxième équipe. Et j'avais 3 équipes. À l'époque, c'était monstrueux. Mais j'avais une équipe plus grosse. Enfin, ma seconde équipe était plus grosse que n'importe quelle première équipe de film français. Hein. J'avais une équipe qui faisait des miniatures. Qui filmait avec des motion control, caméra sur ordinateur, qui filmait les maquettes pour les vaisseaux spatiaux. Et j'avais une équipe qui faisait ce qu'on appelait les blood and guts, qui était tout ce qui était petits détails, tout ce qui était le sang, voilà, des trucs pour compositer, la fumée. Et puis j'avais ma seconde équipe qui suivait la première équipe, c'est-à-dire que quand la première équipe avait fini une séquence et qu'il y avait des plans à faire
ou des raccords, ou des trucs d'action. Donc je passais avec mon équipe pour conserver la même lumière, les mêmes trucs raccords, et on finissait la séquence. Ok, Et donc ok. voilà. Et donc j'ai passé 6 mois de rêve comme ça à filmer Alien, quoi. C'était incroyable.